RTL, Première. Philippe Germain, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Philippe Germain, à 2 lettres près dans votre patronyme, vous étiez président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Philippe Germain. Vous, en revanche, vous êtes depuis 2 ans et demi le patron du WWF France. L'une des ONG, le WWF, les plus importantes, 5 millions de membres dans plus de 100 pays. Et vous achevez après-demain une visite chez nous, une visite de 10 jours. C'était une découverte pour vous, la Calédonie, pour de vrai ? Ah oui, ça c'est clair que c'est une découverte. J'étais jamais venu dans le Pacifique. Et donc c'est l'occasion, puisque nous avons depuis 15 ans une équipe WWF France qui est présente en Calédonie. Et donc, c'était la moindre des choses que venir visiter, voir ce qu'ils font, le travail qu'ils font sur le terrain, qui est d'ailleurs un très beau travail. Et puis, la resituer dans un environnement de notre organisation qui est dans le Pacifique et qui couvre l'ensemble de la zone Asie-Pacifique, avec bien entendu une très grosse antenne en Australie et une coordination régionale aux Fidji. Alors la Nouvelle-Calédonie, vous la connaissiez bien sûr. J'ai l'impression que c'est un peu un cas d'école pour vous, les environnementalistes, un joyau de la nature, et puis aussi tous les risques ou presque de voir tout ça disparaître au nom de la modernité et du développement. Je me trompe ? Alors, d'abord, c'est vrai que 80% de la biodiversité française est dans les territoires ultramarins. Alors, ça, c'est un chiffre, quand vous êtes à Paris, mais 80%, vous dites, il faut voir. Et quand on arrive ici, c'est effectivement extraordinaire, quoi. C'est vrai que cette île, de par le fait qu'elle s'est éloignée de son continent d'origine, a gardé une flore endémique assez forte, a une richesse métallique incroyable, et présente sur le plan marin des coraux, des atolls, des coraux. C'est un bijou. Mais je disais aussi tous les risques de la modernité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Disons que si vous prenez par exemple les émissions de gaz à effet de serre par tête d'habitant, vous êtes la 5e dans le monde. Bon, mais en même temps, si vous regardez le nombre d'habitants, il est très peu nombreux. Donc c'est pas très grave ? Si vous voulez, c'est le même débat avec les Chinois. Les Chinois, c'est le premier émetteur. 26% des gaz d'effet de serre sont émis par la Chine, qui n'était pas dans ce peloton de tête malheureux des États lors de la signature du protocole de Kyoto, il y a 20 ans. Maintenant, la Chine est le premier émetteur, mais par tête d'habitant, très loin derrière les États-Unis. Donc, c'est toujours très difficile par tête d'habitant. En fait, ce qui se passe en Calédonie, c'est que vous avez peu d'habitants et une activité minière très électro-intensive, ce qui vous met malheureusement, puisque l'essentiel de l'énergie, toute l'énergie ici, à part l'hydraulique, vient du charbon, ça vous met dans le peloton de tête malheureux des pays qui sont parmi les plus émetteurs de gaz à effet de serre par tête d'habitants. Est-ce que vous repartirez tout de même rassuré ou inquiet après-demain de l'attentat ? Non, moi je suis, soyons clairs, je suis très rassuré. Je pense que vous avez certains enjeux et j'en ai 3. Donc le premier, c'est un enjeu paysager. Je pense que on voit trop de griffes minières dans vos paysages, dans vos collines. Je pense que il est temps maintenant, quand on récolte une matière première, de réhabiliter immédiatement quand on a griffé le paysage, quoi. Donc la revégétalisation, mais pas uniquement en maquis, sous forme de forêts résilientes, etc., et me semble nécessaire. Bon, ça c'est un premier point qui est à la fois paysager, mais aussi quelque chose de très important pour lutter contre les inondations, puis tout ce qui est écoulement, l'érosion qui va vers les lagons, parce que votre richesse, c'est aussi et beaucoup les lagons. Et là, c'est mon deuxième point fort, c'est que vous avez une espèce dont vous êtes responsable vis-à-vis de la planète et de l'humanité, c'est le dugong. Pourquoi ? Parce que cet animal, cette vache marine, comme on dit, il en reste que dans trois endroits du monde, dont la Nouvelle-Calédonie.
hein. Il en reste bien sûr en Australie, il en reste un petit peu en mer Rouge. Et puis la Nouvelle-Calédonie, les Nouveaux-Calédoniens, vous êtes les propriétaires de cette espèce vulnérable et en voie de disparition. Vous en avez encore 1000, ce qui est énorme. Ce qui fait que vous êtes l'un des endroits du monde qui protège cette espèce qui est en voie de disparition mondialement sur la planète. Alors, il y a du travail qui a été fait. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les présidents de la province Nord, de la province Sud. Il y a eu un certain nombre d'arrêtés. Sur le plan administratif, les choses ont été faites. Sur le plan connaissance scientifique, les choses ont été faites. Mais maintenant, il faut passer du stade de la connaissance au stade de la conservation, au stade de la préservation. Il faut que les Calédoniens disent, cette espèce-là, on ne veut pas qu'elle meure sur la planète, et donc on va s'en occuper chez nous, car elle est là, dans une des 3 spots qui existent mondialement. Puis, il n'y en a plus à l'île Maurice, il y en a 10, je crois, malheureux, à Mayotte, il n'y en a plus à Taïwan. Donc, ça disparaît très vite, les espèces. Très, très vite. Beaucoup plus vite que ça ne l'est. Et donc, vous avez une certaine responsabilité. Et cette espèce de mammifère marin qui mange jusqu'à 43 kilos d'herbe par jour, eh bien, il faut protéger ces herbiers. Il faut protéger ce qu'ils mangent. Donc surtout pas déverser du sable, de la terre sur ces herbiers. Il faut éviter toute la pollution. C'est un animal qui, de par le fait qu'il vit près des côtes, il mange des herbes près des côtes, qui est frontalier avec l'homme. Donc c'est là où on a les animaux sauvages disparaître, c'est quand ils sont dans un espace en compétition avec l'homme. Et cet animal-là, ce mammifère marin, est en compétition avec l'homme. Donc nous devons tout faire et l'organisation que je dirige, WWF France, mettra à disposition de ses équipes 1,2 million de francs pacifiques pour lancer un vrai plan de conservation avec les Calédoniens et j'attire l'attention des Calédoniens que eux aussi ils doivent faire des efforts et qu'ils fassent des dons à nos côtés pour justement le protéger. Et je quitte ce studio après pour aller voir l'aire marine protégée, qui a fait un gros travail scientifique avec lequel on va essayer de définir le travail de protection de cette espèce. Alors, vous parliez de 3 enjeux, Philippe Germa, la revégétalisation, protéger le dugong, le 3e. Il y a la mer de corail qui est quand même quelque chose d'essentiel. Et là aussi, les tortues, il semble qu'ici, dans les tortues marines, qui sont d'ailleurs un élément essentiel pour le tourisme, hein. C'est-à-dire que c'est tellement beau de nager avec des tortues. Donc il semble que les tortues ici sont de plus en plus jeunes, on a de moins en moins de grosses tortues, donc on est assez soucieux de ça. Et donc il y a à l'intérieur de tous les travaux que vous allez faire sur la mer de corail, et là voilà aussi une chose qu'il faut souligner, c'est que il y a, avec cette mer de corail, et dans le cadre d'un travail participatif, un vrai enjeu de conservation, de protection. Alors, bien entendu, on va regarder s'il y a certaines ressources à explorer, mais j'ai le sentiment, à travers tous les documents que j'ai lus, j'ai rendez-vous demain avec les affaires maritimes, j'ai le sentiment quand même que l'ensemble des acteurs cherchent à la protéger, cette mer. Et si jamais il faut aller chercher quelques ressources, le faire en ayant un niveau de protection maximum. Vous n'êtes pas contre tout développement économique au sein de cette aire marine que vous souhaitez vous aussi protéger. La question c'est, doit-on aller jusqu'à geler toute exploitation économique de cette zone qui sera énorme? Je pense que c'est impossible de dire sur la planète on va geler toute exploitation économique. Ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, on peut dire on n'exploite pas économiquement sans s'être assuré qu'on ne va pas le faire au détriment de la biodiversité et de la nature. Donc, avant de commencer à faire des choses d'exploration, on va s'assurer qu'on a une connaissance parfaite de l'ensemble écosystémique. Et c'est ça qui est la différence avec ce que l'on faisait avant. C'est-à-dire que quelque part, la préservation de la nature est une priorité avant son exploitation. Philippe Germa, le directeur général de WWF pour la France, notre invité ce matin. Vous pouvez, comme d'habitude, lui poser des questions. Et au standard au 258, nous avons justement Warren ce matin. Bonjour Warren. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Moi, je veux savoir pourquoi ils ne font pas simplement des élevages pour les tortues, les vaches marines et les trucs comme ça, pour garder l'espèce.
qui envoie des disparitions. Merci Warren. Voilà. Oui, une question évidente. Pourquoi est-ce qu'on ne protège pas finalement toutes ces espèces en disparition de cette façon? Alors là, il y a beaucoup d'espèces sauvages qu'on ne peut pas élever, malheureusement. C'est le cas des vaches de mer, des tortues de mer, pareil. Ce sont des animaux qui font des milliers de kilomètres, qui se reproduisent là où ils sont nés, et c'est plutôt en préservant les plages où ils naissent, et pour la vache de mer, comme on appelle ici, les herbiers qu'ils consomment, que l'on peut les protéger, mais c'est pas des animaux qu'on arrive à mettre dans les zoos ou qu'on arrive à élever. Vous le disiez il y a un instant, la Nouvelle-Calédonie compte parmi les 5 plus grands émetteurs de CO2 par tête d'habitant. Vous pensez quoi lors de cette France qui va organiser la COP21 et qui s'apprête aussi à défiscaliser une centrale à charbon, la quasi-future centrale thermique de la SLN? Alors ça, c'est pas fait. C'est pas fait. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai regardé le dossier. Moi, je pense que le mix énergétique de la Calédonie, c'est plutôt énergie renouvelable et gaz, mais c'est aux décideurs politiques locaux d'en décider. Et c'est beaucoup plus cher. C'est plus cher, et j'ai l'impression qu'il faudrait que ça soit l'ensemble de la Calédonie qui passe au gaz, y compris la société d'électricité. Alors après, moi je rentre pas dans dans toutes les considérations locales trop. J'ai vu qu'il y avait une centrale charbon qui allait se faire en remplacement d'une centrale fuel qui d'ailleurs est assez polluante. Alors moi, vous c'est dites pas ce le sera choix. un gain. Comment ? Vous dites ce sera un gain malgré tout. C'est pas ce que j'ai dit, parce que je pense que la première des choses face au gaz à effet de serre, c'est d'arrêter de brûler du charbon pour faire de l'électricité. Donc je peux pas avoir de discours. Mais par contre, sur le fait d'avoir une défiscalisation pour ça, j'y veillerai à ce qu'il n'y en ait pas. Pourquoi ? Parce que le président de la République a lui-même dit que la France allait arrêter tout financement export de centrales à charbon. Donc on arrêterait de défiscaliser ou donner un avantage fiscal à une centrale à charbon en Afrique, avec des gens qui ont besoin d'énergie, et puis on le ferait pour une centrale à charbon en Calédonie pour une entreprise privée. Là, je comprends pas. Donc, moi, je respecte la parole présidentielle, et donc je pense que la parole présidentielle ne permet pas une défiscalisation de cette centrale à charbon en Calédonie. Et voilà. Demain, vous signez avec la direction de l'aviation civile le renouvellement d'une convention sur la restauration et la préservation des forêts calédoniennes. Concrètement, ça se traduit par quoi cette aide à l'aviation civile, de l'aviation civile plutôt au WWF? Nous avons un certain nombre d'acteurs économiques qui partagent nos valeurs de protection de la nature et d'exploitation avec précaution de la nature. Nous avons donc un certain nombre de partenariats avec des entreprises. Je vous coupe malgré tout, c'est pas ce qu'on appelle du greenwashing, finalement, pour ces entreprises qui sont aussi parmi les plus gros pollueurs. Les avions, ça pollue, on le sait. Bon, les avions, c'est pas l'administration qui les fait fonctionner. Alors, c'est un petit peu différent. Mais si vous voulez, moi, mon job, c'est de changer le monde. Mon job, c'est de faire en sorte que le monde tel qu'il va vers un chaos écologique fort, et l'homme, l'espèce humaine, en sera la première à en subir les conséquences. Donc, avec un certain nombre moi, mon job, c'est de changer le monde, c'est de faire en sorte qu'il aille vers une civilisation plus précautionneuse de l'environnement et de la nature dont nous avons besoin pour vivre et pour survivre. Et on peut pas le faire tout seul. C'est pas uniquement les ONG qui font ça tout seul. Donc on peut le faire avec des acteurs économiques. Moi, j'aime dire, par exemple, que une entreprise a une durée de vie plus longue qu'un gouvernement. Un gouvernement, tous les 4-5 ans, ça va aux élections et puis c'est remplacé par d'autres. Le ministère de l'Environnement, vous avez vu, depuis l'arrivée de M. Hollande, tous les ans, le ministre change. Donc, si vous voulez, la continuité, elle est dans les entreprises, elle est plus forte que dans les gouvernements. Et il y a des entreprises qui comprennent qu'elles ne peuvent plus exploiter la nature comme elles le faisaient avant, et c'est avec celle-là que nous pouvons avancer. Le directeur général du Fonds mondial pour la nature, le WWF France, c'était notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Philippe Germa d'avoir été des nôtres. Merci à vous.